Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zone Bourse. Nous voilà dans la deuxième vidéo sur comprendre le Bitcoin. Alors ce qui est bien quand je fais deux vidéos comme ça, c'est que quand je tourne la deuxième vidéo, j'ai eu le temps de lire les commentaires sur la première vidéo. Et il y a un commentaire qui revient souvent du côté des personnes qui ne sont pas convaincues par le Bitcoin, et leur commentaire est tout à fait valide, c'est le fait que le Bitcoin est virtuel et qu'il n'est basé sur rien. Alors en fait, basé sur rien, non, il est basé bien sûr sur la confiance que les investisseurs lui portent. Donc comme je disais, c'est vrai, mais finalement, quelle différence par rapport aux monnaies actuelles? Parce qu'on sait, les monnaies actuelles, elles sont aussi en grande partie virtuelles, environ 90%, et d'ailleurs, si un virus efface tous les comptes bancaires, on va vite réaliser qu'on ne va pas aller bien loin avec ce qu'on a dans notre portefeuille. Et sur le deuxième argument, qui est que le Bitcoin n'est basé que sur la confiance, c'est aussi le cas des autres monnaies, bien sûr, depuis la fin de l'étalon or. Et là où je rejoins les détracteurs du Bitcoin, c'est que le Bitcoin n'aurait effectivement aucune valeur si les monnaies actuelles, comme l'euro et le dollar, donnaient toute confiance. Mais en fait, il a de la valeur parce qu'une partie des investisseurs, une toute petite partie d'ailleurs, mais ça suffit pour amener le Bitcoin là où il est aujourd'hui, a perdu confiance dans les monnaies traditionnelles. La perte de confiance, elle vient du fait que la monnaie émise a explosé ces dernières années. On sait que les banques centrales ont ouvert les vannes sans rapport avec la croissance économique. Comme on l'a vu dans la première partie, la blockchain a ce côté un petit peu magique de faire de la création monétaire sans intervention humaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un humain, un banquier central qui décide de combien on va augmenter ou diminuer la masse monétaire. C'est complètement déterminé. En fait, on sait exactement le montant de Bitcoin qui va être créé dans les années futures. Là où, comme je disais, du côté des banques centrales de monnaie classique, on a vraiment des humains qui décident en fonction de la situation économique du montant d'euros ou bien de dollars à émettre. Alors je vous le rappelle, la monnaie, le Bitcoin, est créé pour récompenser les mineurs. Donc toutes les 10 minutes environ, si vous avez bien suivi la première partie, un bloc est validé et le mineur touche, au moment où je vous parle, une récompense de 6,25 Bitcoin. Et tous les 210 000 blocs, c'est-à-dire à peu près tous les 4 ans, se produit un halving, c'est-à-dire que les récompenses des mineurs sont diminuées par 2. Donc quand le Bitcoin a été créé en 2009, un mineur touchait 50 bitcoins par bloc, puis ça a été divisé par 2 et c'est passé à 25, puis 12,5. Depuis mai 2020, on est à 6,25 et puis ça va comme ça être coupé par 2 à peu près tous les 4 ans. Donc la création de la masse monétaire, comme je le disais, elle est parfaitement connue. Aujourd'hui, on a environ 18,5 millions de bitcoins qui ont déjà été créés et quand 21 millions de bitcoins auront été minés, à une date approximative de 2140, le nombre de bitcoins sera figé. Alors pour répondre à un commentaire qui posait la question de qu'est-ce qui va se passer, plutôt comment les mineurs vont être récompensés une fois que tous les bitcoins auront été minés, la réponse c'est qu'il y a des frais de transaction qui sont prises déjà, et donc dans le futur, les mineurs seront uniquement récompensés par ces frais de transaction, et on peut imaginer qu'à cette date, si le bitcoin est un succès, le nombre de transactions fera que ce sera toujours rentable d'être mineur. Passons maintenant à l'achat et à la vente de Bitcoin. Alors jusqu'ici, je vous ai toujours dit que le Bitcoin, c'était magique, qu'il n'y avait pas d'intermédiaire. En fait, c'est un petit peu faux parce qu'il n'y a effectivement pas d'intermédiaire entre acheteurs et vendeurs, dans le sens où la transaction se fait en direct, mais comme partout, pour que les acheteurs et les vendeurs se trouvent, il faut une place de marché. Donc ces fameuses plateformes, ces exchanges, il y en a vraiment pas mal. Les principales, vous les connaissez peut-être de nom. On va parler de Binance, on va parler de Kraken ou bien de Coinbase, et Coinbase d'ailleurs qui va s'introduire en bourse prochainement avec une valorisation qui sera sûrement stratosphérique. Bon, après, l'achat et la vente, elle se passe comme sur un marché traditionnel avec un carnet d'ordre, avec des acheteurs et des vendeurs qui vont se retrouver avec une transaction qui aura lieu quand ils trouveront un prix en commun. Donc pour acheter, vous devez disposer d'une adresse. Pour ça, vous devez utiliser un Bitcoin Wallet. En fait, c'est un système qui permet de stocker les Bitcoins, plus précisément qui permet de stocker sa clé privée, qui est en quelque sorte le mot de passe qui permet d'accéder à votre crypto-monnaie. Si vous ne faites rien, dans l'ensemble, vos bitcoins vont être stockés sur l'exchange lui-même, sur la plateforme, avec un risque que la plateforme se fasse hacker. Parce qu'il n'y a jamais eu de fraude sur le bitcoin lui-même, dans le sens où personne n'a réussi à créer de faux bitcoins, et je pense que vous avez compris pourquoi dans la première vidéo sur la blockchain, mais plusieurs plateformes se sont déjà fait hacker, se sont déjà fait voler des crypto-monnaies. Le seul moyen sécurisé, c'est vraiment de récupérer vos bitcoins pour les mettre sur un wallet qui sera en votre possession, qui pourra être sur votre téléphone, sur votre ordinateur, ou bien le plus sécurisé de tous, un hardware wallet, donc qui sera jamais connecté, sauf les rares fois où vous allez le brancher, qui ne sera pas connecté au réseau, donc qui sera inviolable. Et dans ce domaine, on a de la chance puisqu'on a une entreprise française qui est leader dans le domaine.
Alors les frais de transaction sont très variables. Heureusement, on a les grosses plateformes qui ont permis de tirer les frais vers le bas. Avant, on était plus autour de 3% de frais. Maintenant, on est tombé à 1%, voire 0,2, 0,1% suivant les plateformes, suivant les tailles de transactions. Mais on voit qu'on arrive maintenant à des frais de transaction qui sont plutôt corrects. Autre aspect important à savoir, c'est que si vous passez par votre broker traditionnel pour être investi en Bitcoin, ce sera souvent au travers de produits dérivés, souvent des CFD, qui ne vont pas vous donner accès à des Bitcoins. Vous n'aurez pas réellement des Bitcoins en votre possession, vous allez juste être exposé à la variation du Bitcoin. Alors qui est souvent la même chose. Une petite différence, c'est l'aspect que les frais de transaction seront souvent à zéro, mais ne soyez pas dupes, il y a quand même des frais qui sont pris souvent au travers de la fourchette achat-vente et des frais qui peuvent être importants. Et le point le plus important, c'est aussi au niveau sécurité. Souvent les personnes qui achètent du Bitcoin, c'est aussi pour être protégé du système monétaire mondial ou d'une potentielle chute du système monétaire mondial. Donc dans le cas d'un CFD, vous serez bien exposé à la variation du Bitcoin, mais vous n'aurez pas cet aspect un peu hors physique, comme si vous déteniez des lingots chez vous. Là, vous êtes purement au travers de votre broker de manière finalement assez classique. Au niveau de la fiscalité, depuis le 1er janvier 2018, on a deux cas. Le premier cas, c'est si ce n'est pas une activité professionnelle. Alors ça, c'est pas vous qui allez le déterminer. Ce sera l'administration fiscale. Donc j'imagine, moi je sais pas exactement comment ils s'y prennent, mais ça va être le nombre de transactions, le volume, combien ça représente en revenus par rapport à vos autres activités, etc. Mais donc si vous êtes considéré comme non professionnel, vous allez devoir payer la flat tax de 30%, donc 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux sur la plus-value globale de toutes les opérations imposables réalisées au cours de l'année. Si vous êtes considéré comme professionnel, alors là, ça va dépendre de votre activité. Est-ce que vous faites du trading, du minage, etc. Et suivant en fait le type d'activité que vous faites, vous serez imposé soit sous le régime BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux, ou bien BNC, bénéfices non commerciaux. Et si vous pensez que la crypto est totalement anonyme et que vous n'avez pas besoin de payer des impôts, rappelez-vous qu'il n'y a rien de plus traçable que les virements de votre compte vers une plateforme comme Coinbase. Donc voilà, ne pensez pas que vous êtes totalement affranchi d'impôts juste parce que vous êtes investi dans des crypto-monnaies et que c'est considéré par certains comme des monnaies qui sont uniquement utilisées pour des trafics illégaux. Alors, pour répondre rapidement à quelques commentaires, déjà sur la consommation énergétique. Alors ça, c'est vrai que c'est un vrai problème. Le problème, il vient en fait, si vous avez bien suivi la première vidéo, que ce qu'on demande aux mineurs, c'est de fournir une preuve de travail, et que cette preuve de travail, c'est du calcul. Donc, qui dit calcul, dit consommation énergétique. Et c'est pour ça que, de plus en plus, les anciennes blockchains ou les nouvelles sont amenées à utiliser un autre moyen que la preuve de travail, c'est souvent la proof of stake en fait pour diminuer l'énergie qui est nécessaire, mais ça c'est une autre histoire, je ne vais pas en parler ici. Une autre question que je vois aussi, c'est est-ce que le Bitcoin peut être tué par exemple les États ou les banques centrales? Alors, c'est vrai que les États peuvent légiférer contre le Bitcoin. On peut interdire son utilisation comme moyen de paiement, par exemple. On peut interdire les plateformes, interdire les virements vers les plateformes. Ça, c'est des choses qui ont été testées, par exemple, par les Chinois, avec assez peu de succès. Mais comme c'est un réseau qui est décentralisé, tant qu'il restera quelque part sur la planète des nodes, c'est-à-dire des nœuds du réseau qui ont une copie de la totalité de la blockchain, alors le Bitcoin ne sera pas tué, même s'il sera effectivement probablement affaibli. Mais donc, si vous avez des Bitcoins sur votre wallet, qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui a aussi des bitcoins sur son wallet, eh ben, vous allez pouvoir vous les échanger. Alors, une des possibilités qui avait été rapidement abordée lorsqu'on parlait de la blockchain, de tuer le Bitcoin, c'est si quelqu'un arrivait à avoir plus de la moitié de la puissance de calcul totale. Mais ça, vu la taille qu'a pris le Bitcoin, c'est quelque chose qui est très peu probable. Et justement, puisque c'est une autre question qui m'a été posée sur le fait de pourquoi Bitcoin plutôt que les autres crypto-monnaies, vu qu'il y a des milliers d'autres crypto-monnaies, pour moi, il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est celle que je viens d'expliquer, c'est le fait que, comme il y a beaucoup de mineurs sur le Bitcoin, c'est plus difficile qu'il y ait quelqu'un qui ait plus de la moitié de la puissance de calcul. Un autre point, c'est qu'en termes de sécurité, comme on n'est jamais sûr que les collisions n'existent pas, etc. Enfin, plutôt que les collisions vont être le plus rare possible sur la fonction de hachage. Là, je vous renvoie à la première vidéo. C'est certain que plus une crypto est traitée depuis longtemps, plus elle existe depuis longtemps, plus elle est considérée comme sécurisée. Et donc, le Bitcoin qui a maintenant plus de 10 ans d'existence est considéré comme extrêmement sécurisé. Et justement, sur cette durée d'existence, il y a autre chose, c'est que le Bitcoin est vu comme une réserve de valeur. Et en fait, une réserve de valeur, plus
c'est acté dans l'esprit des investisseurs depuis longtemps, plus c'est valide. Le meilleur exemple, c'est l'or. L'or, qui est une réserve de valeur depuis des milliers d'années, ce n'est pas prêt de bouger, même si ça paraît un peu bizarre qu'on donne autant de pouvoir, de valeur de réserve ou de valeur refuge à l'or au XXIe siècle. C'est pourtant toujours le cas et ça va durer, ça je vous le garantis, parce que quand il y a quelque chose qui a une réserve de valeur depuis aussi longtemps, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais justement, le Bitcoin est en train de se créer cette vision de réserve de valeur, et plus il cote à des niveaux élevés pendant longtemps, plus en fait c'est autoréalisateur, et plus il est en train de se faire sa propre notion de valeur de réserve par rapport à toutes les autres crypto-monnaies. Donc voilà pour cette rapide explication sur le Bitcoin. Première partie blockchain, deuxième partie plus sur l'aspect transactionnel, fiscalité, détention des Bitcoins. Alors bien sûr, n'oubliez pas que le Bitcoin, comme toutes les autres crypto-monnaies, font partie des actifs les plus volatiles que vous pouvez trouver. Ça, vous vous en doutez, mais faites attention parce que la volatilité, on l'a surtout vu à la hausse jusqu'ici, mais n'oubliez pas que ça marche dans les deux sens. Donc c'est très important de diversifier vos actifs, et attention parce que diversifier, ça ne veut pas dire prendre tout votre portefeuille et diversifier uniquement en termes de crypto-monnaies, parce que les crypto-monnaies ont une énorme corrélation entre elles, et en gros la plupart des petites crypto-monnaies suivent le Bitcoin. Donc ne croyez pas être diversifié si vous avez un portefeuille qui est 100% crypto-monnaie. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que les vidéos sur le Bitcoin ont assez peu de succès sur la chaîne Zone Bourse, mais je voulais au moins faire 2 vidéos assez sérieuses et documentées sur le sujet pour que vous ayez toutes les cartes en main. Voilà, merci encore de vos encouragements, de vos likes, de vos partages, commentaires, etc. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.